Quand ils ont commencé à tirer directement sur nous, c'était la panique totale. Mon cœur s'est serré, mes mains tremblaient, tout mon corps tremblait. Nous courions dans tous les sens. Nous n'avions pas d'ordre clair, car nous n'avions jamais été confrontés à une telle situation auparavant. Nous ne l'avions même jamais vue, car nous travaillons d'habitude à distance. Un drone russe a repéré l'équipage ukrainien du canon TRF-1 et ensuite, l'enfer s'est déchaîné. Ils nous ont frappés violemment avec des roquettes Grad. Nous courions. Nous sommes revenus pour récupérer nos affaires. Puis, nous nous sommes à nouveau repliés. Pendant 3 heures d'affilée, nous courions et ils nous martelaient avec des Grad. Les gars s'en sont à peine sortis vivants. Mais ils croient que Dieu a entendu leurs prières. Aujourd'hui, vous découvrirez la dure vérité sur l'obusier TRF-1 fabriqué en France. L'arme que les Russes veulent voir disparaître à tout prix, prêts à tirer une salve entière de 40 roquettes, rien que pour anéantir une position. Alors qu'est-ce que c'est vraiment? Une arme puissante qui vaut le risque ou un tas de ferraille qui tombe sans cesse en panne? Des artilleurs ukrainiens en première ligne livrent la vérité. Malgré la menace constante, ils n'abandonnent pas leur poste. Ils restent prêts à intervenir parce qu'ils savent que l'infanterie attend leur appui lourd, à gros calibre comme des enfants attendent leur anniversaire. Regardez la vie quotidienne de ce tireur. Ce qui nous paraît être du chaos n'est pour lui que de la routine. Nous sommes prêts à combattre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Matin ou soir, même pendant notre sommeil, la radio peut nous donner l'ordre de combattre à tout moment. Alors nous bondissons tous, déployons le canon, obtenons le ciblage et commençons à tirer. Cette équipe fonctionne comme un service de livraison, mais ses clients sont des brigades d'assaut aéroportées qui demandent des missions de tir et les destinataires de ces colis de 155 mm d'énergie explosive sont des troupes russes. En ce moment, nous soutenons l'une des brigades d'assaut aéroportées. Nous intervenons sur appel, leur drone repère la situation et s'ils voient quelque chose, ils transmettent immédiatement l'information au poste de commandement de la division. Mais avant que ces obus n'atteignent leur cible, il y a des priorités. Pourquoi ne pas tout simplement raser tout ce qui est en vue? Parce qu'il n'y a jamais assez de munitions. Les stocks d'obus de 155 mm ne sont pas inépuisables et une offensive russe de grande ampleur peut éclater à tout moment. Et quand cela arrive, personne ne veut se retrouver à lancer des cailloux comme une équipe de catapultes médiévales. Alors, comment décide-t-il quelle cible mérite d'être engagée? Le poste de commandement divisionnaire décide quelle batterie ou quel peloton prend la mission. Ils nous transmettent les données de tir, puis nous engageons la cible et ajustons le tir à l'aide du même drone. Et avant de continuer, cliquez sur le bouton j'aime. Aidez l'algorithme de YouTube à faire connaître cette histoire. Heureusement, les drones modernes permettent d'équilibrer les forces entre le camp le plus faible et le plus fort et d'améliorer la précision du calcul. Désormais, un quadricoptère ou un drone à voilure fixe patrouille dans le ciel et corrige le tir du premier au dernier obus. Quel est l'effet sur la précision? Voici la réponse. Directement de la position de tir, nous avons déjà travaillé sur tous les types de cibles. Nous travaillons en binôme avec la reconnaissance aérienne afin d'éviter des situations où nous serions obligés de tirer des obus n'importe où. Maintenant, essayez d'imaginer une situation où tous les calibres russes vous tombent dessus et où vous mourriez d'envie de répondre. Cependant, vous avez une limite qu'il est impossible de dépasser, car les caisses de munitions sont presque vides, comme un seau de KFC, après avoir regardé le foot avec les copains. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à vous représenter cette situation. Ce soldat va tout raconter de son expérience personnelle. Les obus ne seront jamais suffisants. Nous voulons travailler et tirer autant que possible, même quand on peut en tirer 50 ou 60 en une journée, jusqu'à 100. En raison du manque de munitions, les artilleurs ukrainiens ne peuvent pas utiliser beaucoup d'obus pour ajuster leurs tirs, comme le faisaient les armées lors des conflits précédents. Ce problème doit être résolu à l'aide de corrections aériennes. Mais cela permettra-t-il de minimiser la consommation de munitions? Comme nous en avons très peu, nous économisons. Nous essayons de compenser par la précision. C'est-à-dire qu'un drone effectue la correction. En général, nous touchons la cible dès le 2e ou 3e obus. C'est un très bon obusier en termes de précision. Les Russes ne devraient donc pas se réjouir des pénuries. Quand les Ukrainiens verrouillent une cible, le champ de bataille explose comme une tempête. Ces gars tirent comme des marins sur le cuirassé Bretagne pendant la Première Guerre mondiale, en poussant le charbon dans les chaudières jusqu'à ce qu'elles hurlent. Peut-être une minute pour mettre le canon en position et tirer le premier coup. Après cela, nous pouvons tirer toutes les 10 secondes. Le résultat? Laissez parler le soldat qui envoie du lourd à chaque assaut russe. Si nous repérons un char, nous le touchons. Si ce sont des vagues d'infanterie comme les Russes le font ces derniers temps, alors nous pilons l'infanterie et arrêtons leur avancée. Pour ralentir les mouvements russes, le TRF-1 possède sa propre zone de tir mortel. Et dans ce rayon, même une petite escouade russe ne repartira pas sans souvenir de France. Elle tire jusqu'à 24 km au maximum avec une charge complète, ou jusqu'à 28 km en utilisant des obus à assistance propulsive.
Mais ne vous y trompez pas, les Russes peuvent riposter et violemment. Les lance-roquettes multiples ne sont pas la seule menace qui guette les artilleurs ukrainiens. Presque constamment, ils surveillent le danger venu du ciel. À tout moment, un drone kamikaze russe, Lancet, peut les verrouiller. Et quand l'un de ces engins frappe une position d'artillerie, c'est comme un dragon qui crache du feu. Tout autour est englouti par les flammes et les éclats tranchent tout sur leur passage. L'ordre est tombé de se mettre à couvert. Très probablement, des Lancet ont été lancés, ou peut-être un raid aérien, voire même l'aviation. Vite, en mouvement, c'est sérieux. Tout le monde à couvert, des lancers au-dessus, des Lancet. Cela peut sembler être une impasse, mais pas pour les soldats ukrainiens. Comment ont-ils résolu ce problème? Règle numéro 1, creuser. Règle numéro 2, si vous avez déjà creusé profond, suivez la troisième règle, creusez encore plus. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires brutales venues du front. Nous préparons encore plus de contenu sur la plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous essayons de choisir une position ou un abri pas trop loin du canon, afin qu'en 1 minute et demie du lieu protégé, nous puissions être à côté d'elle. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. À côté du canon jour et nuit, des gars équipés de gros calibres montent la garde, prêts à déclencher contre les lancers une grêle de balles. Si nous repérons des drones, nous ouvrons le feu immédiatement, sans avertissement. Tout le monde sait déjà pourquoi. Bien sûr, les Russes ne vont pas reculer simplement, même s'ils perdent des centaines de drones. Leur jeu ne se limite pas aux seuls lancettes. Ils savent que l'infanterie tient la ligne devant les canons ukrainiens. Pour percer cette défense et s'approcher de l'artillerie, ils envoient des Orlans pour la correction. Et dès qu'un Orlan vous repère, vous pouvez être sûr que quelque chose de sérieux arrive ensuite. D'habitude, ce sont des lancettes qui volent ici. Ou des Orlan, ou les deux. Les Orlan corrigent le tir d'artillerie sur l'infanterie qui se trouve un peu en avant de nous. Ils ajustent parfois les frappes contre eux. Si l'artillerie est impuissante contre les drones, elle saura en revanche parfaitement détruire les BMP, les chars et les motards russes. Quand ces loups de Poutine commencent à se déplacer en masse à moto, une surprise les attend déjà grâce à lui. Avec son canon, il est comme un ange gardien invisible. Mais quand il entre en action, chaque fantassin souffle de soulagement. Comme nous le disons, la sueur de l'artillerie préserve le sang de l'infanterie. Nous pensons à nos gars en première ligne pour qui la situation est bien plus difficile, effrayante et pénible, et qui ont grand besoin de notre aide. Quand les enjeux sont aussi élevés, le dernier souci de l'armée, ce sont les pannes de canon. Et avec le TRF-1, ce n'est pas si rose. Pendant leur utilisation dans les unités ukrainiennes, les artilleurs ont identifié plusieurs défauts. Lesquels? Voyons cela en ordre. C'est très compliqué parce qu'il y a tellement d'électronique, tellement de capteurs dessus. Il faut vraiment tout surveiller. Beaucoup de choses tombent en panne et il faut réparer ou remplacer les pièces à temps. Vous pensez que c'est tout? Eh bien, désolé de vous décevoir. Le canon et les systèmes du TRF-1 sont comme le vieux pick-up de l'oncle John. Il a l'air en bon état, mais il faut constamment le réparer. Parmi les points négatifs, ils tombent souvent en panne. Avec les systèmes soviétiques, on pouvait en quelque sorte taper un peu avec une masse, et ça fonctionnait. Ici, il y a aussi un système hydraulique, donc les tuyaux peuvent se fissurer, et alors ça ne marche plus. Nous n'avons pas comparé le TRF-1 à un pick-up pour le plaisir. Il est en effet muni d'un moteur et peut se déplacer tout seul. Ce canon possède un moteur à combustion interne et un système hydraulique. Ainsi, on peut le mettre en marche. Et il se déplace tout seul à une vitesse d'environ 5 à 7 km/h autour de la position. Entendez-vous déjà ce petit moteur qui rugit? Ça en jette jusqu'à ce qu'il cale et que les boulons commencent à se desserrer en cliquetant. Le moteur vibre pendant qu'il tourne. De plus, le recul des tirs secoue tout. Et tôt ou tard, quelque chose finit par se dévisser. Je parie n'importe quoi. Après la guerre, l'équipage de ce canon sera les mécaniciens les plus recherchés des garages. Excellente expérience à mettre sur le CV. Parce que réparer un TRF-1 signifiait le faire en plein champ. Nous pouvons réparer presque tout directement sur le terrain. Peut-être pas absolument tout, mais comme dit notre commandant, les hommes tiennent, le faire non. Les problèmes de moteur sont clairement un gros point négatif. Personne n'aime perdre un temps précieux à jouer de la clé à molette. Mais quand la réparation est terminée, et quand vous voyez la gratitude dans les yeux de vos frères d'armes, vous comprenez que cela en valait la peine. Cet artilleur arrive sur une position comme s'il se garait sur un parking. C'est vraiment pratique si vous devez le faire pivoter rapidement dans des endroits étroits. C'est beaucoup plus rapide que les autres obusiers, de 155 mm, d'une taille similaire. Mais comment amener cette bête sur le secteur? Il faut un super-héros pour la remorquer en place. Superman était occupé, la tâche est revenue à un vieux tracteur de l'armée. C'est un design intéressant. C'est une étape de transition entre l'obusier tracté classique et autre chose. Un tracteur l'amène, le dépose, il tire, puis le tracteur le reprend.
Maîtriser l'artillerie n'est pas une question de talent, mais de sueur et de travail acharné. Les Ukrainiens se sont entraînés à l'étranger, mais ils sont devenus de vrais experts lorsqu'ils ont été confrontés à la guerre et ont appris sur le tas, sous le feu. Tout est devenu clair assez vite. Dès le deuxième jour d'entraînement, j'avais déjà compris les bases. Comment ça fonctionne, comment le manier. Il suffit de pratiquer et tout s'assemble. Et voici l'ironie. Cette rapidité d'apprentissage est en réalité un inconvénient. Les instructeurs occidentaux avaient des mois pour se familiariser avec le TR-F1. Les Ukrainiens, ils ont dû suer car chaque heure supplémentaire sur le terrain d'entraînement signifiait du temps perdu et du terrain perdu au front. Les instructeurs européens qui nous ont formés nous ont dit que nous apprenions beaucoup plus vite que leurs gars. Probablement parce qu'ils avaient pas du temps. Nous, pas du tout. Nous devions apprendre vite pour pouvoir retourner défendre notre pays. Certains sont même revenus de l'étranger pour gagner du temps afin de former des réserves et renforcer leurs frères déjà engagés dans les équipages d'artillerie. Mais que feriez-vous? Resteriez-vous à l'arrière pour aider de là? Ou iriez-vous directement au front? Ce gars-là a fait son choix. Et pendant qu'il raconte son histoire, vous pouvez partager vos impressions dans les commentaires. Je vivais aux États-Unis, mais le sentiment de dignité, le besoin de défendre ma famille et le sentiment d'injustice m'ont poussé à retourner en Ukraine et à rejoindre les forces armées. Sur le front ukrainien, le TR-F1 s'est révélé être une bête féroce mais difficile à maîtriser. Comparé aux anciens canons soviétiques avec lesquels les troupes ukrainiennes combattaient auparavant, c'est un souffle d'air frais. Mais ce confort a un prix, des heures de maintenance. Et maintenant, c'est votre tour. Selon vous, quel obusier occidental est le meilleur? TR-F1, M777 ou FH70? Partagez vos avis sous cette vidéo.